Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous. En effet, c'est un film de 2016, donc qui a déjà 10 ans maintenant. Alors, est-ce que c'est le temps qu'il faut à un film pour rentrer dans le répertoire ou devenir un classique? Je ne sais plus exactement. Je crois qu'il y a une durée un peu légale comme ça, 10, 20 ans, je ne sais pas exactement. Mais bon, il est assez actuel, hein, ne vous inquiétez pas. Son réalisateur, Jonas Trueba, est une figure de la jeune scène madrilène qui s'est réinventée ces derniers temps avec un jeune cinéma espagnol assez dynamique, assez nouveau, en tout cas qui rompt avec des décennies un petit peu de sous-exposition du cinéma d'auteur espagnol qui était un peu vampirisé comme ça par des grandes figures comme Pedro Almodóvar. Et il y a une jeune scène très dynamique qui apparaît avec Rodrigo Sorogoyen d'un côté, Jonas Trueba qui fait un cinéma assez différent de l'autre. Trueba, on l'a découvert assez tardivement à son 5e long métrage qui était Eva en août, qui est sorti dans la petite parenthèse entre les deux confinements, entre deux fermetures des lieux de culture, comme on s'en rappelle. Il y a eu un petit moment, un été comme ça, où Eva en août, qui avait fait un beau parcours en festival, était sorti en France. On avait pris contact avec ce Jonas Trueba, on l'avait découvert à ce moment-là, avec toute la troupe d'acteurs qui l'entourent et qui, qu'on va retrouver dans ce film La Reconquista, et notamment, Itzazo Arana, son actrice récurrente, qui est aussi devenue réalisatrice. Enfin voilà, toute une galaxie qui s'organise autour de Madrid. Peut-être avez-vous vu même récemment sur la plateforme d'Arte ou sur Arte une série qui s'appelait Los Años Nuevos, signée Rodrigo Sorogoyen, qui recoupe un petit peu cette galaxie comme on l'a dit. D'ailleurs, si vous avez vu cette série, vous retrouvez beaucoup de points communs ici. On découvre donc Jonas Trueba en 2020 avec Eva en août, et on reconnaît en lui à ce moment-là un jeune cinéaste, bien sûr, qui est né en 1981, il est de cette génération-là, il est donc quarantenaire aujourd'hui. Il a commencé à tourner en 2010, au début des années 2010, et Eva en août a été perçue comme, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, comme une sorte de dérive estivale dans Madrid, qui rappelait beaucoup le cinéma d'Éric Rohmer, qui est en effet une référence pour Trueba, et il y avait beaucoup d'éléments dans le film qui faisaient penser notamment au Rayon Vert, dérive estivale, et puis rencontre, et une forme de légèreté aussi qui participait beaucoup du charme de ce cinéma-là. Et puis on a vu les films suivants de Jonas Trueba à mesure qu'il les tournait, des films souvent assez légers, et même un documentaire qui, à part nous, qui est aussi sorti en salle et qui s'intéressait à une classe de lycéens et au parcours un peu éclaté que ces lycéens et cette jeunesse en effet dessinée encore une fois dans le Madrid contemporain. Et au fur et à mesure on suivait ces films, peut-être est venu à l'idée des distributeurs d'aller plonger un petit peu dans ceux qui n'étaient pas sortis en France auparavant, et notamment, on y vient, cette Reconquista, la reconquête qu'on vous présente aujourd'hui, donc un film de 2016 qui a 10 ans, mais qui est celui tourné juste avant Eva en août. Alors c'est un film, comme vous allez le voir, qui est une sorte de conte amoureux où tout ce qui compte évidemment, comme dans les récits amoureux qu'on a beaucoup vus au cinéma, qui ont imposé une trame, un genre, la comédie romantique ou la romance, etc. Enfin, c'est un sujet assez rebattu, il faut bien le dire. Et ici, tout ce qui va compter, c'est l'ordre dans lequel on va raconter cette histoire.
Donc le film est à la fois une question de rencontre, bien sûr, mais de temporalité. Les temps multiples qui vont infuser cette histoire et qui résonnent aussi beaucoup avec l'intériorité, la subjectivité des personnages. Ça, c'est une chose tout à fait originale dans le film qui, comme vous allez le voir, emploie des moyens très simples, très évidents pour plonger en profondeur dans l'affect de ces personnages. Il y a à la fois la temporalité du film, j'en dis pas plus pour vous laisser la surprise de la façon dont le film est raconté, mais il est clairement découpé par blocs, vous allez le voir, et aussi évidemment l'importance de la ville. C'est à Madrid plutôt hivernal que vous allez découvrir ici, et il y a toujours un jeu de reflets, un jeu un prisme qui est celui de la ville sur les personnages sur la ville, et les lieux, évidemment, les espaces traversés qui sont extrêmement intéressants. Le cinéma de Jonas Trueba, il le dit lui-même, il se revendique d'une forme d'épure, d'une façon assez contemporaine. Il se compare avec l'un de ses collègues, on pourrait dire, cinéaste, qui est Hong Sang-soo. Il en parle beaucoup. Hong Sang-soo, un cinéaste coréen qui a commencé, lui, au début des années 2000, fin 90, début 2000, et qui a commencé dans un certain cinéma d'auteur plutôt, bien repéré, et qui petit à petit au fil de sa carrière s'est dépouillé de plus en plus de tout ce qui constitue la part industrielle, la part technique un peu lourde du cinéma, pour aller vers quelque chose de toujours plus léger. Et c'est cette légèreté-là, cette finesse d'inspiration, ce côté ineffable que vise aussi Jonas Trueba. Pour l'avoir interviewé, c'est quelqu'un qui a un côté assez zen, qui fait penser aussi à une forme de méditation et de regard comme ça, qui vise une forme de sérénité. Donc je vous propose qu'on regarde le film, et puis pour ne pas trop le déflorer, et puis on en parle comme on en a l'habitude à la fin. Voilà, donc La Reconquista, une belle histoire d'amour, et puis à tout à l'heure. C'était donc La Reconquista de Jonas Trueba. Voici venu le moment d'en parler. Je vais vous livrer, comme on le fait d'habitude, une petite analyse personnelle, histoire de poser des pistes, des hypothèses, etc. Et puis à vous de les contester après avec le micro qui circulera dans la salle, et de donner vos avis tout aussi éclairés sur le film. Voilà. Alors, dans la présentation, c'était compliqué pour moi parce qu'évidemment, j'ai noyé le poisson le plus possible. J'ai tourné autour du pot, on pourrait dire, pour ne rien dire en fait du film, ce qui n'est pas évident pour une présentation. Mais je voulais absolument pas vous mettre sur la piste du splendide retournement et du voyage dans le temps que nous offre le film dans sa dernière partie, où on découvre les personnages qu'on a suivis jusqu'alors adolescents. Et il y a une espèce de court-circuit qui s'opère, une fuite dans le temps quelque part qui est tout à fait magnifique, et qui d'ailleurs, on y reviendra sans doute, mais n'entame en rien la parfaite unité de temps du film, qui se déroule en une soirée et une matinée, presque en continu comme ça, et où cette résurgence adolescente intervient le temps d'un rêve, puisque c'est entre les deux clignements d'yeux d'Olmo qui s'endort, puis se réveille que ce souvenir est réapparu. Donc le film se produit dans une belle continuité, tout en créant un effet de boucle et une circularité très intéressante. Tout est circulaire dans le film. Il s'appelle La Reconquista, la reconquête, et dans ce il y a évidemment le du retour, de l'éternel retour qui ne cesse de se manifester. Alors, tout ça pour vous dire, moi je trouve que c'est
le plus beau film de Jonas Trueba, c'est même un petit chef-d'œuvre, on pourrait dire. Hein. Ça, moi, je n'hésite pas à aller jusque-là. Petit chef-d'œuvre parce que tout est beau dans le film, déjà. C'est une définition la plus élémentaire du chef-d'œuvre qu'on pourrait donner. Tout est beau, toutes les scènes sont réussies. Et même toutes les scènes sont à la fois logiques, s'inscrivent dans une logique, et surprenantes en même temps. Ce qui pour moi est déjà une définition d'un très beau film. Ensuite, parce que on va expliquer un petit peu ça, on va essayer de décortiquer, mais justement parce que le sujet du film, qui sont les retrouvailles, la renaissance d'un amour, est aussi complètement reflété par la forme même du film. Il y a une adéquation totale entre ce que le film raconte et la façon dont il est fait, ou dont il est construit. Et je trouve que ça le rend absolument passionnant. D'autant plus, comme je l'indiquais vaguement en introduction, que Jonas Trueba, on l'a dit, c'est un jeune cinéaste, quadragénaire, on va dire relativement jeune, mais une nouvelle figure dans le cinéma d'auteur espagnol, qui pratique un cinéma, vous l'avez vu ici, qui est vraiment à rebours de ce qui est devenu le cinéma en ce premier quart du XXIe siècle. C'est-à-dire, Jonas Trueba n'est pas du tout dans la numérisation, la spectacularisation, l'emphase auteuriste qui s'est emparée de beaucoup de monde aujourd'hui et qui accompagne une espèce de grossissement, emphatique du cinéma. Il est dans un cinéma quasiment artisanal, extrêmement simple. Avec un travail de troupe. Il est entouré d'une troupe d'acteurs qu'on retrouve dans tous ses films. C'est important, la troupe. Hein. Ça garantit comme ça un travail en commun, un partage des tâches. C'est presque... ça ramène aussi à ce qu'étaient les troupes de théâtre, à ce que sont toujours les troupes de théâtre d'ailleurs. Il y a une troupe qui l'entoure. C'est un cinéma quasiment de quartier, hein, c'est dans Madrid bien sûr, mais ça se passe souvent dans le même coin, qu'on reconnaît de film en film. Les lieux sont récurrents dans les films de Jonas Trueba. Et puis on le voit, le principe, c'est une parfaite économie de moyens, où il s'agit de filmer des relations humaines, des gens qui parlent, qui s'aiment, qui vivent ce qu'on vit tous les jours. A priori, il y a comme ça une modestie de principe qui ne contredit pas l'extrême sophistication, néanmoins, du film. Voilà, donc on pourrait poser quelque chose comme ça. Ensuite, pour parler un petit peu plus... pour établir, disons, des parallèles avec la Reconquista. Il y a un philosophe américain qui a écrit sur le cinéma qui s'appelle Stanley Cavell. Stanley Cavell a écrit plusieurs livres importants, dont un qui s'appelle à la recherche du bonheur, où il parle de la comédie américaine. Comédie américaine, qui a été un grand genre du cinéma américain. Et il y a un chapitre qui établit... qui repère quelque chose dans la comédie américaine, un type de comédie très particulier qu'il nomme lui-même, Stanley Cavell, comédie du remariage. Et c'est un type de film comme Indiscrétion de George Cukor, ou je sais plus, j'ai plus d'autres exemples en tête, mais bon, il y aurait ça chez Léo McCarey, où un couple qui commence par se séparer au début du film en vient au cours du récit à se rendre compte que finalement il n'y a pas de meilleure solution que de vivre ensemble, et donc toute la dramaturgie consiste à montrer comment le couple, après avoir essayé bien des choses et tenté bien des aventures, se rend à l'évidence et se remarie ou se reforme en quelque sorte. Et je dis ça, je fais ce petit détour, c'est pas un hasard, c'est parce que Jonas Trueba cite souvent Stanley Cavell au titre de ses influences. Et quand on voit la Reconquista, on ne peut pas s'empêcher de penser au schéma ou à la nature de cette comédie du remariage. Bon, voilà. C'est une référence qu'il emploie souvent. Alors, l'amour, comme on le sait, comme j'imagine que vous le savez tous, qu'on le sait tous,
c'est 3 temps. Ça se passe en 3 temps. Il y a la rencontre, il y a la séparation et il y a les retrouvailles. Voilà, c'est les 3 temps de l'amour. Ça, c'est un peu canonique. Et ce qui est très étonnant, très beau avec ce film, c'est qu'on a les 2 moments extrêmes, les retrouvailles et la rencontre, mais c'est comme si tout s'écrivait par-dessus ce moment qu'on ne voudra pas montrer, qu'on ne voudra pas filmer, qui est celui de la séparation. Séparation qui évidemment n'en est pas moins présente dans les 2 moments qu'on a évoqués, dans le côté diptyque du film, qui se passe vraiment en 2 volets, mais qui est une sorte de trou béant au milieu, qui est la séparation, ce qui intéresse le cinéma le plus généralement et le plus communément du monde, puisque c'est souvent source de scènes dramatiques, de cris, de pleurs, de tourments, etc. Ça a fait le fruit de beaucoup d'autres films. Et là, Trueba va décider d'ellipser, de subtiliser ce moment pour s'intéresser aux 2 autres. Mais évidemment, il y a bien sûr ce trou béant au milieu, ce manque, ce vide qui est là et qui innerve les 2 autres parties. Puisque, bien sûr, dans toute la première partie du film, qui correspond aux retrouvailles, les 2 personnages, Olmo et Manuela, eh bien, sont habités par ce temps qu'ils n'ont pas vécu ensemble, ce temps qui leur a manqué, ce temps qui les hante, qui habite leur conversation. Et puis ensuite, quand dans la dernière partie, la partie adolescente, la 2e partie du film qui correspond à la rencontre, eh bien cette rencontre, elle aussi, sera quelque part non pas gangrénée, mais gagnée par le sentiment que tout cela est éphémère et va bientôt se terminer. Voilà, donc ça c'est comment raconter une histoire d'amour sans ce temps du milieu qui est généralement ce qui intéresse les auteurs, le cinéma, puis même la littérature, on peut le dire. C'est un petit peu comme ça que le film va fonctionner. Ensuite, il y a cette idée qui est d'inverser les moments en quelque sorte, de dire on va commencer par la fin en quelque sorte, par les retrouvailles, et puis ne viendra qu'en dernier recours le moment de la rencontre, qui est généralement l'origine, la source, etc. Et le film décrit comme ça une sorte de mouvement à rebours, de mouvement réflexif, qui est compris dans le titre lui-même. On parlait du comme ça, reconquête, ce retour, cette idée de retour, qui est inscrite dans sa forme même. Mais c'est étonnant de se dire comme ça que ce qui pourrait être premier dans un récit, ce qui pourrait être le plus important, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est peut-être un début qu'on n'avait pas imaginé, et que peut-être une conclusion, c'est les origines, c'est la rencontre. Il y a là-dedans, oui, on disait, une circularité qui est tout à fait étonnante. Alors, c'est bien sûr, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a aussi la façon dont le film va, à travers ces 2 volets, répéter à peu près les mêmes parties, les mêmes expériences, faire revivre un petit peu la même structure. Vous avez vu que dans la première partie, les 2 personnages se rencontrent, ils lisent la lettre, ils vont au restaurant chinois pour discuter un peu. Manuela a tendance à s'accaparer la parole et Olmo ne dit pas grand-chose, il répond par petits mots comme ça. Ensuite, ils vont au bar écouter les chansons du père de Manuela, le chanteur Raphaël Berriot, qui est cité à la fin, avec des très belles chansons. Ensuite, ils vont danser, et puis, voilà, c'est le petit matin, on se quitte. Et une fois qu'on les retrouve adolescents, cette structure revient presque à l'identique, c'est exactement la même chose qu'ils vont retraverser, comme tout se reflète, l'avant et l'après sont un peu interchangeables, mais une fois enfant, ça commence par l'adolescence, ça commence par une marche dans un parc où c'est Manuela qui parle et Olmo qui ne dit pas grand-chose, puis viendront les chansons du père où on retrouve les mêmes paroles qu'on a déjà entendues auparavant, puis la danse, puisque tous les 2 dansent dans la chambre en sautant sur le lit,
et enfin la lettre. Mais à la lettre d'Olmo, qui était celle du début, répond la lettre de Manuela, qui est celle de la fin, puis la lettre d'Olmo, etc. Enfin, vous voyez, tout est en cercle, tout est en retour, tout est dans la symétrie, la répétition. Et il y a comme ça une vraie cohérence quelque part entre ce que le film nous raconte et sa forme. Voilà, donc ça va jusque dans le fait de retraverser ces moments. Alors, ensuite, pour rentrer plus précisément dans ce que fait Jonas Trueba, on l'a dit, c'est un cinéma assez simple en apparence, assez quotidien, très aux prises avec cette relation amoureuse qui a été un sujet, on l'a dit, rebattu. Mais c'est un cinéma de la parole, évidemment. Hein. Les scènes dialoguées sont au centre du film. La parole est très importante dans ce qu'on se dit, dans ce qu'on ne se dit pas, dans ce qu'on sous-entend, dans la personne qui parle, celle qui écoute. Hein. Il y a tout un jeu comme ça qui est extrêmement intéressant. Mais ce que je trouve aussi très beau dans ce film et très étonnant, c'est qu'il y a le relais de la musique. Régulièrement, à la parole qui se tarit, à la parole qui, parfois s'assèche, il y a le relais de la musique, enfin la musique qui prend le relais et qui va amener faire passer différents seuils, marquer différents paliers dans la renaissance de cette relation amoureuse, de cet amour de jeunesse. Il y a évidemment quand on va au bar, quand les deux personnages se rendent dans le bar, avec le chanteur qui interprète plusieurs chansons. Bon, c'est le père de Manuela, d'accord, mais il y a surtout ce dispositif qui fait que les chansons racontent quelque chose de ce qui est en train d'être ressenti, de ce qui est vécu explicitement par les deux personnages amoureux. Hein. Évidemment, les paroles ne sont pas anodines. Il y a même un plan tout à fait intéressant, très marquant, où les deux personnages sont filmés assis devant un miroir où se reflète le chanteur en arrière-plan. Ils ont le regard plus ou moins orienté vers la caméra et les paroles semblent les concerner directement, parlent de l'espoir des retrouvailles, que sais-je, je n'ai pas retenu exactement les paroles, mais voilà, il y a un effet d'intériorité et ce qui est exprimé par le chant correspond à ce que les personnages éprouvent intérieurement de manière assez manifeste. Il y a ensuite la très belle scène de danse, qui est une forme d'extériorisation, où tout à coup la parole s'interrompt et ce sont les corps qui parlent, qui se mettent à interagir, et cette façon de suspendre la parole pour animer comme ça par la danse tous ces corps en présence va provoquer l'extériorisation totale, le fait que Olmo se libère, il sort de lui-même en quelque sorte et l'affirme une flamme qu'il n'osait dire jusqu'alors. Et puis il y a aussi le très beau jeu avec les lettres, hein, puisque évidemment les personnages sont des trentenaires, c'est dit, ça renvoie à une adolescence qui est vécue avant l'existence des téléphones portables, donc on s'écrit des lettres, et il y a tout ce jeu aussi entre la parole en direct, les dialogues, ce qu'on s'échange en vis-à-vis, et puis ce qu'on s'écrit par l'intermédiaire des lettres, qui est lu en voix off. Il y a même un jeu très subtil entre le dit et le lu à l'intérieur du film. À certains moments, je pense à la scène plutôt vers la fin où Olmo, adolescent, à la bibliothèque, est en train d'écrire, mais lit en même temps sa lettre à voix haute au milieu de la bibliothèque. Ce qui est un jeu sur la subjectivité du personnage, mais qui est très intéressante. Et puis donc cette simplicité n'empêche pas de créer tout un jeu d'aller-retour, tout un ensemble de circulation par le montage qui est assez intéressant, qui tout en garantissant une sorte de classicisme, un récit assez limpide, joue sur ces récurrences, ces effets de rime, ce lyrisme discret du film. Hein. Il y a à certains moments
On passe de la musique classique, plutôt baroque, à la musique pop, qui brasse les registres comme ça. Et le film avance sur cette ligne assez fragile et en même temps très subtile, qui permet de jouer aussi avec ce que pourrait être l'imaginaire des personnages, sans rentrer dans quelque chose de trop psychologique. On aurait à expliquer le parcours de chacun. Alors bon, on sait que Manuela, elle s'est partie en Argentine, elle a vécu à Buenos Aires, etc. Il y a beaucoup de choses, des parcours de chacun qui remontent comme ça dans ce qui se raconte, oui, mais on va pas creuser plus que ça, on va pas expliquer les motivations et les justifications de chacun. Bien au contraire, il y a une sorte de temps présent qui compte beaucoup, de passer du temps avec eux, d'être dans la succession des moments de cette soirée. On a dit, il y a une unité de temps dans le film qui fait qu'on investit comme ça. Ça se passe sur à peine quelques heures, en fait, le récit. Y compris cette petite parenthèse où Olmo rentre le matin chez lui avec sa compagne officielle et que les plans qu'ils avaient sont déjoués. Il y a comme ça une très belle façon de tisser une série de moments qui vont renvoyer par eux-mêmes au reste de l'existence. Donc encore ce jeu sur les temporalités qui est, je trouve, très subtil dans le film. On a parlé un petit peu au début de la ville. C'est vrai que la ville est importante, c'est un damier, c'est une série d'espaces qu'on traverse, que ce soit les bars, les petites salles de danse improvisées, les appartements, et puis cette ville que Colmo, ces rues qu'Olmo traverse en scooter au petit matin. La présence de la ville est évidemment constituante de ce labyrinthe des sentiments que vont traverser les personnages. Et puis, on va parler aussi, ce renversement des deux moments, cette façon de commencer par les retrouvailles et de conclure par la rencontre. Elle est liée aussi à quelque chose que je trouve très intéressant dans le film, qui est plastique, qui est un élément de mise en scène. C'est que les retrouvailles, c'est l'hiver, c'est le froid, c'est le moment des fêtes en quelque sorte. C'est aussi la conclusion du cycle, du solstice ou de la saison ou que sais-je, d'une espèce de cycle annuel. Et puis la rencontre, par contre, c'est l'été ou le printemps. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus ensoleillé. Les arbres sont verts, la nature est rayonnante, etc. Donc, il y a aussi cette gradation qui se produit dans le film, qui est très intéressante, qui est aussi une affaire de rythme. Parce que quand les deux personnages, ils commencent par se retrouver sur des marches, et puis ensuite on les retrouve au restaurant chinois, c'est un peu incongru, c'est pas l'heure de manger, il y a du malaise entre les deux, elle parle trop, lui il parle pas assez, il y a une désynchronisation, et tout l'enjeu ça va être de les resynchroniser, de réveiller quand même cette espèce d'élan de... Voilà, cet amour qui était un peu éteint. Mais au restaurant chinois, l'ambiance est froide, les teintes sont un peu glaciales, il y a beaucoup de silence qui mord et qui dévore sur la conversation. Et puis petit à petit, par étapes, au bar, la danse, etc., ça se réchauffe, les teintes se réaniment, et toute l'esthétique du film, des plans, des couleurs, toute l'énergie de ce qui se passe est au diapason aussi de ce qui se produit entre les personnages. Il y a, là aussi, il y a une synchronie entre... c'est toute cette mise en scène qui nous renseigne sur l'intériorité des personnages, qui sépare le décor, la parole, etc., qu'on comprend aussi ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Voilà, c'est intéressant comme le film se réchauffe en cours de route. Parce qu'au début, on peut avoir l'impression d'un rythme assez glacial, d'une atonie en quelque sorte, et puis la tonalité s'anime, se réchauffe au fur et à mesure. Voilà, j'ai posé quelques pistes, quelques éléments. Maintenant, je me tourne vers vous. Je crois que
Jean-Paul a un deuxième micro et je suis curieux de vous entendre sur cette Reconquista, si vous connaissiez ou pas les films de Jonas Trueba ou voilà. Merci. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Il y a beaucoup de paroles, en effet. Enfin, c'est un film de paroles, mais ça fait un film sans paroles. La place de la musique. J'ai rarement vu au cinéma des scènes longues dans la durée. La scène de danse dans la boîte, les plans, c'est magnifique. Enfin, j'ai trouvé ça superbe. Et la scène du cabaret avec le père aussi. Il y a 3 chansons, une entière, une fin de la première, je crois, le début d'une deuxième, et dans la durée, comme ça, avec quelques plans, et j'ai trouvé ça aussi superbement rendu. Donc, ça, c'est vraiment bien fait. Il y a un style, voilà, il y a une marque, et on retrouve, comme vous l'indiquiez au début de notre présentation, la série dont vous parliez tout à l'heure, Los Años Nuevos, ouais. Avec le même acteur, ouais. Francesco Carril, ouais. Qui joue de la même façon. Alors là, ça se passe sur 10 ans, tous les premiers dedans. Ouais. Là, ça se passe sur une nuit. Je parle de la première partie, mais il y a une correspondance qui est étonnante. Même les regards, les plans, ouais. Beaucoup de plans magnifiques sur les visages, sur les expressions, ces demi-sourires, ces inquiétudes. Voilà, j'ai trouvé ça franchement très très spécifique. Alors Rohmer, oui, moi je connais à peu près bien Rohmer, mais d'une certaine façon, mais en même temps très différent. Et voilà, une belle émotion. Et cette musique aussi, c'est l'importance de cette musique. Alors, vous parliez de musique classique baroque, j'aimerais bien avoir la référence, je n'ai pas retrouvé. Je trouvais ça superbe dès les premières images dans le parc, là. Et on la retrouve aussi à la fin. Voilà. Voilà pour ce commentaire. Tout revient, hein, même les mêmes musiques. Oui, alors... Une chose importante, en effet, et vous l'avez dit, monsieur, et merci pour votre intervention, Trueba, c'est l'avantage du cinéma qu'il pratique. On l'a dit, un cinéma de troupe, un cinéma à petit budget, un cinéma plutôt localisé, hein, on a parlé de Madrid, etc. C'est qu'il peut prendre le temps. Et il prend le temps pour chaque scène. C'est pas un cliché, hein, c'est pas des scènes qui durent juste parce qu'il faut qu'elles durent. C'est parce qu'il va vraiment prendre le temps de laisser chaque scène se déployer. Et c'est vrai, en effet, dans la scène du bar où les deux se rendent écouter le père chanter, n'importe quel cinéaste un peu pressé ou ayant peur d'ennuyer son spectateur aurait fait le début de la chanson et puis on passe à autre chose. Non, pas du tout. Là, il nous fait entendre des chansons en entier. Il y a une chanson en entier, notamment, qu'on entend du début à la fin. Et c'est déjà une façon de respecter l'art de Raphaël Berriot, le auteur-interprète qui joue dans le film. Mais c'est aussi parce que la chanson est belle, qu'on a envie de passer un peu de temps avec eux, qu'on a envie de l'écouter, qu'elle est signifiante pour que les personnages sont en train de vivre. Et c'est très beau. De même pour, oui, vous l'avez dit, la scène de danse. Il faut le temps qu'on comprenne, que l'enjeu de la scène, que son rythme, etc., décrivent de manière précise la façon dont le personnage d'Olmo arrive à sortir de lui-même. Le regard de Manuela qui change sur lui sont des choses extrêmement précises, extrêmement fines, mais il faut le temps que ça se produise. Et Trueba a l'art quand même de s'installer dans la scène, de ne pas être trop pressé, de ne pas être inquiet d'un spectateur un peu trop impatient. Non, au contraire, il lui fait confiance, il l'emmène comme ça et il arrive. Moi, c'est ce que je trouve formidable dans les scènes, c'est que comme elles ont ce temps-là, cette durée, il peut les faire monter à un point d'intensité qui ne serait pas possible sans cela. Et en effet,
pour moi, elles atteignent des intensités tout à fait formidables. On parlait, oui, alors la musique classique, enfin musique à l'orgue, enfin au clavecin qu'on entend à un moment, je saurais pas du tout dire ce que c'est. Alors là, je vous avoue, j'ai pas fait la recherche et je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle revient. Elle revient à deux moments, comme tout. Hein. D'ailleurs, vous avez parlé des visages, je l'avais pas évoqué, mais c'est vrai que c'est très important. Le film s'ouvre sur le visage de Manuela par un gros plan sur elle, silencieux, et il se termine par un gros plan sur Olmo, de même silencieux, qui relève le visage de sa lettre. Voilà, donc encore une fois, la circularité, l'éternel retour et cet effet de spirale qui est celui du film. Oui, je crois que... alors, ça méritera une deuxième vision, parce que je dois avouer, je ne sais pas encore quoi penser du film, mais j'avoue, j'abonde dans le sens de tout ce qui a été dit à partir du moment où les acteurs sont géniaux. Enfin, je veux dire, ils sont d'une crédibilité, c'est intense, effectivement. La réalisation, c'est ce qui fait le tout, c'est génial. Mais pourtant, pourquoi je suis entre deux ? Parce qu'effectivement, sans être dans du typique français ou américain, etc., je ne trouve, pour moi en tout cas, ni dans une comédie romantique, ni même dans un drame romantique. Et c'est du, entre guillemets, ce qui se passe pour ces personnages, ou du moins déjà dans leur enfance, c'est un peu du déjà vu, voire du déjà vécu. Et justement, je suis dans un entre-deux. Mais effectivement, c'est transcendé par cette réalisation. Et d'où deux questions, parce qu'a priori, aucun élément n'est fait au hasard. Quand on est dans la partie enfance, donc à la fin, les gamins, tous les copains de Olmo et Manuela, à un moment ils évoquent tout ça, et d'ailleurs le gars dans le film il lui dit je crois que je suis Dieu. Et pour moi, vu qu'on est entre sans doute 95 et 2000, on parle de Groundhog Day, c'est-à-dire un jour sans fin. Et je suis sûr, et on est dans une histoire de boucle. Est-ce que déjà cette première question vous confirmez ? Ah ben je suis incapable de le confirmer, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est une piste qui enrichit d'autant plus le film. Ça serait un gros hasard, mais bon. Ah ouais, et ça ferait ça. C'est très possible qu'il y ait pensé, hein, parce que Ronas Trueba, c'est un cinéphile. Il a vu plein de choses. Il est très influencé par plein de cinéma américain, pas seulement. On a donné un petit peu l'ensemble de ses influences, mais oui, il pourrait tout à fait penser à ça. Ça serait pour ceux qui connaissent Un jour sans fin, je sais pas. Peut-être que certains l'ont pas vu, mais je pense que c'est une comédie qui est devenue un classique. C'est Bill Murray, qui est un présentateur de météo, et qui, suite à un reportage dans une petite ville pour une fête locale, revit sans cesse la même journée. Le jour de la marmotte. Ça répète, c'est le jour de la marmotte, ça se répète. Et puis à travers ça, il y a une histoire d'amour qui se détache. Oui, c'est vrai que dans les deux films, il y a un jeu sur le temps, quoi. Alors ici, c'est plus risqué parce que le film est plus modeste et ça se joue dans un point de montage, quoi. Mais ce qui est très beau, je trouve, ici dans La Reconquista, c'est que rien ne nous dit où on est d'office. C'est-à-dire quand on tombe parmi ces adolescents, il n'y a pas une voix off ou un carton qui va nous expliquer qu'on est revenu dans le passé. Il faut faire un peu le chemin soi-même. Bon, on finit par comprendre très vite, de par les deux adolescents qui sont choisis, par ce qu'on vient de voir, on retombe sur nos pieds. Le stylo Big 4 couleurs. Oui, mais c'est un jeu de montage. Hein, il va pas nous faciliter le travail, quoi. Il laisse un petit moment d'ambiguïté qui est vite rempli par le spectateur, mais c'est intéressant comment. Pour moi, c'est assez fin, je trouve. Et ma deuxième question, ou plutôt votre avis dessus, en fait, c'est les deux derniers regards d'Olmo, parce que pour moi, il y en a deux. Alors, je vais d'abord parler du dernier, c'est-à-dire effectivement, quand au tout début du film, ils se rencontrent et il lit sa lettre. Et là, justement, avec l'histoire du destin et tout ce qu'il en a pensé à 15 ans, et maintenant, quand il relit, hop, et ça s'arrête là. Ce qui est très beau et ce qui confirme l'idée de boucle, destin, pas destin. Dans un autre plus classique, personnellement, et c'est peut-être là où justement je suis dans mon entre-deux, dans l'émotion, c'est le regard d'avant. En fait, après cette partie adolescente, on le voit, il est couché. Et on peut supposer que c'était au moment où sa compagne, Clara, je crois, lui dit « va dormir », et il va dormir. Et boum, là, il se réveille. Et l'idée, pour revenir à Un jour sans fin, est-ce que justement,
il rêvait, est-ce que là, justement, c'est l'idée de « Ah, mais le destin, en fait, j'y crois vraiment », ou il vient de réaliser la soirée qui vient de passer, ou alors c'est justement le tout dernier regard quand il lit la lettre, sa lettre, que là, d'ores et déjà, il sait ce qu'il pense vraiment quant au destin et à son amour pour Manuela. Ouais. Et c'est là où, je ne sais pas, c'est le choix de « je m'arrête au moment où je me réveille » ou cette fin-là. Et c'est là où, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, je pense que ça peut être un peu tout ça. En fait, ce qui est beau dans cette lettre, c'est qu'elle absorbe en quelque sorte les 15 ans qui se sont passés depuis qu'ils ont eu 15 ans. Surtout que dans cette lettre, c'est le Olmo de 15 ans qui parle au Olmo de 30 ans, enfin, ou à la Manuela de 30 ans, mais il y a en quelque sorte il y a une projection dans la lettre, il y a une forme de conscience du temps qui se manifeste, et peut-être aussi que le sens de la lettre a changé d'un âge à l'autre. Ça ne veut plus dire exactement la même chose, ou que le sens de la lettre s'est révélé plus tard, être plus profond que ce qu'il imaginait, parce qu'il y a toute cette scène où ils mangent une pizza et où tous les deux se moquent un peu de ce qui avait été écrit à l'âge de 15 ans, mais se vexent aussi un peu parce qu'on comprend que ça a été important pour l'un et pour l'autre aussi. Il ne faudrait pas trop s'en moquer non plus. Voilà, donc c'est un jeu, un jeu à travers le temps. Il y a un truc pour moi qui est... Alors il y a deux choses que je rajoute un petit peu à ce que j'ai dit précédemment, ça m'y fait penser, c'est que j'ai parlé du philosophe Stanley Cavell, de ce philosophe américain, de la comédie du remariage, parce qu'il a beaucoup écrit sur le cinéma, mais c'est aussi un philosophe du perfectionnisme moral. C'est très américain, ça, l'idée que la vie est traversée dans un objectif de s'améliorer, de travailler sur soi-même, d'offrir une meilleure version de soi-même avec les années. Et je crois que c'est une philosophie optimiste, c'est un optimisme typiquement américain. Et je crois que Trueba est un peu imprégné par ça. Qu'il y a entre 15 et 30 ans, peut-être que revivre une deuxième fois la même chose, c'est une façon de la revivre mieux, d'aller plus loin que les erreurs qu'on avait commises à l'époque, et d'essayer de s'améliorer, de se perfectionner quelque part. Et la deuxième chance, c'est aussi pour pouvoir livrer quelque chose de plus accompli. Et voilà, je crois qu'il est assez imprégné par ça. Un autre point que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que les deux adolescents qui jouent, Manuela et Olmo à 15 ans, Trueba les a trouvés pour ce film La Reconquista, il ne les a pas quittés. Il a continué à les filmer sur un mode documentaire, parce que c'est des lycéens, et avec eux, il a tourné un documentaire sur une classe de lycée madrilène qui s'appelle Quien lo impide. Le titre français, c'est Qui à part nous. Le titre de la chanson de Raphaël Beria veut dire « Qui nous en empêche », c'est ce qu'on lit dans les sous-titres ici. Mais c'est un superbe documentaire de 3 heures, quasiment, ça dure presque 3 heures, je crois qu'il était sorti en France, sur la classe auquel appartiennent ces deux adolescents qu'il a tellement apprécié filmer dans La Reconquista qu'il les a suivis. Il les a suivis sur plusieurs années même, puisque le documentaire raconte la dernière année de lycée et au-delà, ce qui deviennent après les parcours qui se séparent, etc. Tout ça pour dire que le cinéma que pratique Trueba, on a parlé de beaucoup de ses qualités locales, qui prennent le temps, des films qui sont imprégnés de relations humaines plutôt que de grosses machines, de grosses industries du cinéma. Pas du tout, c'est plutôt des objets à échelle humaine, on va dire. En plus de ça, une autre vertu de son cinéma, je trouve, c'est qu'il accompagne les gens. On a parlé de La Troupe, et puis là, il circule entre fiction et documentaire, et quand il trouve des acteurs remarquables comme ces deux adolescents avec des très belles scènes. Ouais, je veux dire, voilà, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la romance de la deuxième chance, la comédie du remariage entre guillemets, bascule dans le teen movie, dans le film adolescent, suivant la façon dont c'est construit. Mais voilà, il y a cette vertu du cinéma de Trueba, c'est qu'il ne lâche pas ses interprètes, il les suit, il les accompagne, et c'est aussi ce qui tisse, je trouve, la densité humaine de son cinéma.
Bonjour. Moi, je voulais votre avis parce que je trouve que ce film pointe bien la relation qu'on engage avec l'autre et les autres au fil du temps, entre la rencontre à 15 ans et après au fil de sa vie quand il arrive à 30 ans. Moi, j'ai trouvé que c'était un film assez nostalgique sur les relations et sur l'inaboutissement, quoi. J'ai trouvé ça un peu fataliste, quoi. Ah ouais. J'ai l'impression à la fin que finalement, voilà, c'est la vie. Même sa relation avec sa compagne actuelle, je trouvais qu'il y avait... J'ai l'impression que c'était comme ça, il y a des moments mais festifs comme dans n'importe quelle vie, mais je trouve que ça pose bien la relation et la complexité de la relation entre soi-même, de notre intimité, et de l'autre. Et qu'est-ce qu'on partage réellement ? Et bon, je trouvais qu'à la fin, bon, j'avais pas de... En fait, il n'y a pas de réponse, quoi. Tout simplement, c'est la vie. Et ça ne veut rien dire en même temps. D'accord. Vous êtes plus resté sur un sentiment, sur la mélancolie du film, sur le côté un peu... voilà. Ouais, que ça prédomine, quoi. Je trouve que c'est pour ma part, une réalité. Comme vous parliez au début, avec ce qui est actuel, effectivement, dans les relations qu'on engage aussi via les réseaux sociaux, puisque tout est... Voilà, mais... ouais, je trouve ça assez mélancolique, mine de rien. Ouais. Oui, ben, je crois qu'il y a une mélancolie, hein, c'est vrai. Mais en fait, un des éléments importants du film, c'est qu'au moment des retrouvailles, chacun a plus ou moins déjà fait sa vie. Alors on sent que c'est beaucoup plus ouvert pour Manuela parce qu'elle sort d'une relation, mais Olmo, lui, il est installé avec sa compagne dans une vie de couple. D'ailleurs, c'est dans la façon dont ils sont décrits au cours du film, c'est le plus conformiste des deux, Olmo. C'est à la fois le plus renfermé et celui qui a suivi un modèle plutôt majoritaire, alors qu'elle mène une vie un peu plus aventureuse, on le comprend, voilà, un peu plus anticonformiste. Mais voilà, au moment où il se retrouve, il est déjà installé dans une vie qui rend ses retrouvailles plus compliquées, quoi. Et il y a toute la scène avec sa compagne au petit matin quand il rentre fatigué, etc. Elle sent bien qu'il sait passer quelque chose, bien que lui le nie et revient sur plusieurs épisodes de la soirée. Mais oui, mais je dirais que il y a cette espèce d'amertume là, c'est vrai, ou de douce amertume, hein, qui correspond bien au ton du film, un peu doux amer comme ça, mais je pense qu'il faut pas oublier le retour à l'adolescence, enfin ce retour dans le temps quand même, hein, qui est une façon aussi de revenir aux sources, de revenir aux origines de la relation pour y puiser ce qui a été la flamme de départ, en fait, hein. C'est aussi ça, je pense, le mouvement du film, d'aller chercher, de remonter le temps, hein, pour aller chercher ce qu'on a peut-être oublié, ou ce qui se rappelle de manière un peu plus progressive au personnage. Mais c'est là où je vois quand même que ce qui pourrait être un peu plombé au début, où on a l'impression que peut-être les personnages vont se passer à côté, elle repart. Il est fait mentalement par ce voyage dans l'adolescence qui va puiser peut-être le geste originel ou l'élan d'origine de cet amour. Ce en quoi je vois plutôt quelque chose optimiste personnellement, ou en tout cas forme de réparation, quoi, peut-être. Mais je veux surtout pas bloquer les interprétations. C'est bien au contraire qu'on ait plusieurs lectures. Juste une petite réaction sur deux termes que vous avez employés. Il est installé, il est conformiste. Un bémol quand même, ils sont moyennement installés, l'appartement il est quand même sans dessus dessous, ils sont pas vraiment totalement installés, alors ça donne quand même une image d'une relative stabilité, et deuxièmement elle est incroyablement compréhensive, Clara. C'est-à-dire qu'il n'est pas si conformiste que ça, ce couple, puisqu'il passe la nuit avec son ancien amour et elle l'interroge, sans qu'il y ait a priori de reproches, en tout cas apparents, donc un conformisme relatif, c'est tout. Oui, bien sûr. Par rapport à Manuela. Oui, moi j'ai trouvé plutôt le film très, très optimiste. Ouais.
Et c'est vrai que ces retrouvailles, et puis en fait, je veux dire, effectivement, là, entre sa compagne actuelle, et puis je trouve que ça se passe très très bien. Enfin, j'étais très étonné, quoi. On s'attend à ce qu'il soit parti. Voilà, on se dit, lui, il va peut-être retrouver son premier amour, et puis en fait, ça se passe pas. Et moi, je trouve ça très très chouette, quoi, c'est tout. Ouais, bien sûr, parce que ça s'est peut-être déjà passé. Enfin, bon, c'est tout le circuit du film, hein, qui, voilà, on disait ce mouvement un peu spiralé, quoi. Oui, alors, non, mais elle est intéressante, la scène avec sa compagne quand il revient au petit matin blême. Jour un peu cassé comme ça, c'est la nuit blanche pèse lourd sur les paupières de cet homme, mais justement la façon dont elle est mise en scène, rappelez-vous, avec l'embrasure de la porte, avec la profondeur des deux pièces, la chambre et le salon. On voit pas grand-chose de l'appartement, hein, de toute façon, mais il y a quand même cette séparation. Et il y a cette cloison, quand même, qui pour moi est assez significative. Et puis je dirais le déphasage des deux personnages. Lui va se coucher auprès d'elle, elle lui dit bah non, tu sens mauvais, va te laver. Donc ils sont pas sur le même rythme. Hein, elle avait prévu de faire une expo, lui il a passé toute la nuit dehors, ça va pas être possible. Elle se prépare, il s'endort. Vous voyez, et c'est la façon dont c'est mis en scène indique quand même qu'ils sont plus exactement sur le même mouvement. Hein, c'est subtil, c'est fait de petites choses, mais... Ouais, dernière question pour moi. En fait, alors c'est pas tout à fait lié à ce que disaient ces messieurs, mais à plusieurs reprises, on a parlé du temps qui passe, que ça soit bouclé, pas bouclé, et vous avez parlé du documentaire sur les adolescents. Et est-ce que justement, ne connaissant très peu le réalisateur, on peut plus ou moins comparer à certains films de Richard Linklater, j'entends autant Boyhood, et aussi pour la relation amoureuse Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight? Ah oui, absolument. C'est une très belle idée et je pense que heureusement que vous l'avez eu. Oui, bien sûr, Richard Linklater, cinéaste indépendant américain, qui a circulé entre l'indépendance et parfois un peu des films de studio, et qui est obsédé lui aussi par cette question du temps. Je me demande si on a... Mais oui, on a passé une nouvelle vague de Linklater dernièrement. Hein, donc, bon, c'était un film un peu à part, plus dans le biopic du tournage d'À bout de souffle, mais Linklater, en effet, Boyhood, la série des Before que vous avez citée, Before Sunrise, Before Sunset, etc., a travaillé comme ça le temps, ses perspectives, ses couloirs, ses retours, etc. Il y a aussi un autre cinéaste, alors Linklater, pour moi, c'est tout à fait valide. La Reconquista, moi, m'a fait penser de manière peut-être un peu plus secrète et discutable, mais à Alain Resnais aussi, parce que je trouve que dans cette façon de confronter les retrouvailles à la rencontre, enfin, c'est-à-dire la trentaine à l'adolescence, se joue aussi quelque chose d'un programme qui se répète. On a l'impression que quelque part, à l'âge adulte, les personnages répètent un programme qui était ancré dans leur chair, dans leur mentalité, dans leurs émotions, et que d'une partie à l'autre, d'un volet à l'autre, c'est presque de l'inconscient qui se joue aussi, qui se révèle comme ça. Et Resnais a beaucoup travaillé ça, même dans On connaît la chanson, etc. Comment on est travaillé par des structures, par des idées, par des motifs, par des chansons dont on n'est pas complètement conscient, mais qui influent sur notre parcours, sur notre destin. C'est ce qu'il observait aussi dans Mon oncle d'Amérique, un film assez connu, cette fois sous l'angle des études de laboratoire, quoi. Mais ici, entre les deux parties, se joue quelque chose du destin. Qu'est-ce qui fait que... Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un destin? Qu'est-ce qui peut se revivre à 15 ans de distance? Qu'est-ce qui fait que des gestes, des attitudes, des situations se reproduisent
à un autre âge de la vie? Est-ce que c'est ancré dans notre ADN ou est-ce que c'est de l'ordre du hasard? Bon, toutes ces questions-là sont aussi présentes. Donc voilà. Bon, après, la question des influences, elle est toujours très vaste et on peut jamais la réduire totalement. Mais c'est intéressant de voir tous ces échos aussi que le film peut avoir. Mais encore une fois, avec Tru et Barre, on est dans une économie beaucoup, beaucoup plus modeste. Écoutez, je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, peut-être on s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup et aussi peut-être annoncer la prochaine séance qui sera donc le 29 mars avec le film Marty Suprême. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, rappelez-vous, on avait vu il n'y a pas longtemps Smashing Pumpkins. Alors voilà, alors ça c'est l'inconscient aussi. Smashing Machine de Benny Safdie, la moitié du duo des frères Safdie qui ont fait tout un parcours très impressionnant dans le cinéma indépendant américain, jusqu'à arriver aujourd'hui à travailler avec les studios, les grands studios. Et on va voir donc le 29 mars, le film de son frère Josh Safdie, Marty Suprême, voilà, c'est un film avec Timothée Chalamet qui joue un joueur de ping-pong dans les années 50-60, dans un passé de l'Amérique où le ping-pong n'avait pas une telle notoriété, quoi. Et on va retrouver encore ce style à la fois épique et intime des frères Safdie, ces espèces d'épopées dans un mouchoir de poche et un personnage tout à fait étonnant. Donc venez, voilà, ça va être bien.